bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue pour cette première table ronde qui va ouvrir la 9e édition du Silver Day 2025, organisée par le Gérontopole de Normandie. Je me présente, je m'appelle Émilie Dehaye, je suis consultante spécialisée dans l'accompagnement des structures qui accompagnent de près ou de loin les personnes âgées. Donc aujourd'hui, je suis co-organisatrice du Silver Day avec Sacha Le Sieur, qui est juste dans les loges derrière. Et j'anime donc cette première table ronde. Je vais commencer par vous présenter nos participants. Pour pouvoir échanger sur le thème du vieillissement de la population et de la population active, je vais avoir Mathieu Liger, service études et diffusion INSEE Normandie. Marie Dessoude, responsable d'équipe d'agence Cambolieu France Travail. Catherine Desmarais, directrice du centre d'affaires territoire Caisse d'épargne Normandie. Sur le thème recruter les salariés expérimentés, donc Marie Dessoude à nouveau, que je ne présente plus du coup. Betty Pantier, animatrice emploi formation, arrondissement Caen-Falaise. Micheline Maréchal, responsable développement RH pour Transdev. Éric Pelletier, chargé de mission pour l'ARAC Normandie, qui interviendra sur le thème préserver les salariés jusqu'à la retraite, et accompagné de Maggie Hérissi Asselin, responsable service social Calvados, unité Caen CARSAT Normandie. Le docteur Marika Beuve, médecin du travail pour PST 14. Irène Sobeski, qui est déléguée territoire de l'Orne aux relations extérieures CARSAT Normandie. Et Florence Moncourtois, responsable territoire, action sociale à Gercarco Normandie. Donc cette première table ronde doit durer 1h15. Nous avons 10 minutes de questions-réponses à la fin. Vous avez vu qu'il y a 10 participants. C'est donc très court. Nous allons vous donner des éléments essentiels et vous pourrez rencontrer nos participants sur les tables rondes, sur les ateliers de l'après-midi pour pouvoir avoir davantage d'informations et également les retrouver pour certains sur les stands. Cette table ronde a pour objectif principal de vous sensibiliser sur la transition démographique et son impact sur l'emploi, de vous informer sur les dispositifs existants favorisant l'embauche puis la formation des demandeurs d'emploi seniors, présenter les dispositifs d'accompagnement pour adopter les postes de travail et anticiper les départs à la retraite pour prévenir l'impact des changements qui sont liés à la cessation d'activité. Sans plus attendre, je vais me tourner vers Mathieu Liger, que je vais inviter du coup à côté de moi pour pouvoir lancer le PowerPoint lié à la transition démographique, son évolution et les données sur la main-d'œuvre. Bonjour à tous. Je vais essayer effectivement de vous présenter rapidement quelques chiffres qui vont permettre de cadrer un petit peu vos réflexions pour la journée. Alors vous m'excuserez, pour certains d'entre vous, certaines diapositives ne sont pas inconnues, mais on a essayé quand même de les renouveler puis de les faire évoluer en fonction de la thématique de la journée. Peut-être rappeler quand même les grands ordres de grandeur par rapport à l'évolution de la population normande avant de rentrer un petit peu dans les détails s'agissant du vieillissement démographique. Bon, là encore, je pense que parmi vous, beaucoup ont déjà vu ces chiffres, mais il est important de les rappeler. En un peu plus de 50 ans, la population normande devrait diminuer d'environ 450 000 personnes au total. Je dis bien devrait, puisque nous réalisons des projections et non pas des prévisions. Il peut toujours y avoir des aléas. À titre de comparaison, 450 000 personnes, c'est quand même l'équivalent de la métropole rouennaise, donc on est quand même sur des ordres de grandeur assez conséquents. Alors dans le détail, au-delà de la diminution de la population, vous pouvez observer à travers ces trois pyramides des âges que non seulement la population a déjà considérablement évolué dans sa structure entre la fin des années 60, donc 68 pour le point de départ ici, et aujourd'hui, avec un très fort amaigrissement de la base de la pyramide des âges, qui signifie quand même une baisse assez conséquente de la population la plus jeune. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le haut de la pyramide, donc les populations les plus âgées, a déjà considérablement augmenté. Maintenant, si vous regardez la troisième et dernière pyramide, vous voyez qu'à l'horizon 2070, ce phénomène de resserrement à la base va continuer. Et le phénomène d'épaississement en haut de la pyramide, lui, va s'accentuer également. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces sous-populations, mais ça traduit quand même une hausse de la population la plus âgée et dans le même temps une diminution de la population la plus jeune et de celle qui sera en âge de travailler. Alors si on commence par les plus âgés, on va commencer dans le sens un peu inverse, puisque c'est quand même le sujet qui nous rassemble ici aujourd'hui. Vous voyez que la courbe, elle est quand même assez pentue sur les premières années, puisque dès 2040, nous devrions nous retrouver par rapport au point de départ qui ici est l'année 2018, avec à peu près 240 000 personnes de 60 ans et plus sur le 65 ans et plus sur le territoire régional. Donc 240 000 personnes, c'est quand même une augmentation assez conséquente.
Ensuite, à partir de 2040 et jusqu'en 2070, cette population devrait stagner, mais on verra un petit peu plus loin que même si elle stagne, le vieillissement des populations les plus âgées au sein de ce groupe va continuer de s'accentuer. Je m'arrête aussi un petit peu sur la population en âge de travailler, qui est un peu plus large que la population active. Et là, vous voyez que la pente, elle est descendante et de manière continue. Toujours au même horizon, donc à savoir à l'horizon 2040, on en gagne à peu près 240 000 sur les 65 ans et plus. On en perdra 230 000 sur la population des 15-64 ans, donc celle qui est en âge de travailler. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la distorsion de cette pyramide des âges au fil du temps. Et on a ajouté ici la diapositive des jeunes en âge d'être scolarisés pour vous montrer qu'en fait ce phénomène il va être durable puisque la population des plus jeunes elle diminue elle très fortement jusqu'en 2040, là encore avec une perte de plus de 150 000 jeunes, mais qu'elle se poursuit jusqu'au terme de la projection et que donc ces jeunes deviendront plus tard des actifs en nombre inférieur à ce qu'ils sont aujourd'hui, etc. Je reviens un peu plus en détail sur la population la plus âgée parce que je vous expliquais sur la première diapo que si la population allait augmenter fortement jusqu'en 2040 puis stagner entre 2040 et 2070, vous pouvez observer quand même qu'au sein de ce groupe de personnes les plus âgées, il va se passer quand même un certain nombre de choses et que le vieillissement ne va pas s'arrêter en 2040. Alors vous voyez ici que si on regarde un peu les sous-populations de cette classe des plus âgés, elle va augmenter dans toutes les classes d'âge, 65, 74, 75, 84 et 85 et plus jusqu'en 2040, de manière très forte pour les plus âgés, mais qu'ensuite, entre 2040 et 2070, même si la population totale va stagner, cette population de personnes âgées, elle va continuer de vieillir avec une augmentation toujours plus importante de la population la plus âgée de ces personnes âgées, et donc des besoins en accompagnement qui, eux, vont continuer de croître après 2040, même si le volume global de population âgée, lui, va stagner. Alors, je suis désolé, je vais un petit peu vite, s'il faut que je ralentisse, n'hésitez pas. Alors, je vais simplement là vous présenter quand même la situation de la Normandie. Je reviens un peu sur la problématique des actifs, puisque vous êtes réunis aussi aujourd'hui pour réfléchir sur la façon d'accompagner ces personnes les plus âgées. La situation de la Normandie est déjà sous tension s'agissant de cette problématique, puisque vous le voyez ici, on a représenté l'évolution prévisionnelle du nombre d'actifs en Normandie et les contributions de chacun des facteurs qui influent sur cette population active. Donc la Normandie fait partie d'un groupe de régions du Nord, tout autour de l'Île-de-France, qui va voir sa population active diminuer. Et elle va essentiellement diminuer, d'une part parce que le solde naturel, donc l'équilibre entre les naissances et les décès, est très négatif, mais le solde migratoire, c'est-à-dire que le total des personnes, le solde entre les personnes qui arrivent dans la région et celles qui en partent, est négatif dans toutes ces régions. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que même les autres régions métropolitaines qui apparaissent ici en rose sur la carte, si elles devraient gagner des actifs, vous voyez que sur les petites barres en fait, qui figurent sur chacune des régions, c'est à chaque fois au bénéfice des migrations résidentielles. Alors j'insiste là-dessus parce que sur l'ensemble du territoire national, le solde naturel est en diminution. C'est-à-dire que la population française perd et perdra des habitants sur le seul équilibre des naissances et des décès. On est sur une dynamique très structurelle qui a d'ailleurs été présentée récemment dans l'une de nos manifestations par nos collègues de l'INED, l'Institut national des études démographiques, et cette situation ne va pas évoluer dans les prochaines années. Donc c'est bien l'attractivité des territoires qui va faire la différence entre les régions qui vont gagner de la population et celles qui vont en perdre. Alors ensuite, une petite courbe simplement pour vous représenter donc la trajectoire de ces actifs en Normandie. Alors si vous prenez la courbe centrale qui est en bleu plein, elle présente en fait la dynamique théorique des actifs si l'on poursuit en fait les tendances récentes observées dans la région, avec une perte à peu près de 200 000 actifs sur le territoire normand. 200 000 actifs pour un territoire qui accueille à peu près 1 300 000 emplois, c'est considérable. Et si l'on sait que dans le même temps, il n'y a à peu près que, je mets des guillemets à que, évidemment, parce que c'est déjà important, que 100 000 chômeurs sur le territoire normand, vous voyez que la perte du nombre d'actifs par rapport à la situation du marché du travail en Normandie, c'est quelque chose de considérable.
Les courbes en pointillés, elles sont là pour vous montrer qu'on a aussi essayé d'intégrer la notion d'évolution des taux d'activité auquel il était fait référence tout à l'heure, hein, à savoir l'objectif c'est quand même de remonter le taux d'activité des seniors, mais pas seulement, hein, aussi celui des jeunes. Aujourd'hui, on a plusieurs catégories de population dont le taux d'emploi est assez bas. Mais vous voyez avec ces courbes-là qui intègrent en fait des hypothèses hautes, enfin, en tout cas variables du taux d'emploi par rapport à l'hypothèse centrale, dans tous les cas de figure, nous perdrons un grand volume d'actifs sur le marché du travail. En fait, nous serons entre moins 150 000 et moins 250 000 actifs selon l'évolution du taux d'activité. Une autre caractéristique que nous avons voulu regarder pour essayer de voir dans quelle mesure la trajectoire pourrait être plus ou moins inversée ou en tout cas atténuée, c'est celle de la dynamique migratoire. Parce qu'effectivement, on entend souvent la possibilité d'inverser cette tendance ou que la région Normandie pourrait devenir attractive du fait de l'évolution climatique, ce qui est une possibilité. Nous ne pouvons pas, nous, le présager, mais c'est une possibilité. En tout état de cause, quand nous faisons varier le volume des migrations résidentielles jusqu'à un niveau plutôt élevé, hein, puisque vous voyez que dans le scénario le plus élevé, qui est la courbe la plus haute, nous avons monté les migrations résidentielles à plus 120 000 personnes par an. C'est toujours une perte assez conséquente de la population active dans la région, qui devrait, là encore, toujours fluctuer à peu près dans les mêmes proportions, entre moins 150 et moins 250 000 personnes. Donc il y aura, même avec une attractivité de la région, un problème démographique au sein de la population active en Normandie, comme ailleurs d'ailleurs en France, mais plus particulièrement en Normandie. Une petite carte quand même pour vous présenter ce qui pourrait se produire sur les territoires en fonction de la situation connue aujourd'hui. Vous avez ici la représentation des actifs de plus de 55 ans par territoire en volume et l'indice de vieillissement que ça peut représenter dans l'ensemble de la population du territoire. Alors en gros, les ronds représentent le nombre de personnes de plus de 55 ans en activité. Et la couleur qui est appliquée sur chacune des zones, plus elle est foncée et plus la proportion de personnes de plus de 55 ans dans la population active totale est élevée. Alors ce qu'on observe, c'est qu'il y a la part de personnes de 55 ans ou plus sur le marché du travail, elle est évidemment, enfin pas la part, mais le volume pardon, de personnes de 55 ans ou plus sur le marché du travail, elle est très importante dans les principales zones d'emploi. Donc c'est assez normal, on retrouve les zones de Rouen, de Caen, du Havre, mais aussi celles d'Évreux, de Cherbourg-en-Cotentin. Par contre, on observe déjà des territoires sans doute en très grande difficulté dans le Sud-Manche et le département de l'Orne. Je pense aux zones d'emploi de Avranches, Flers, Argentan, l'Aigle, où là, la proportion de personnes de 55 ans ou plus en emploi dans ces zones est déjà assez conséquente. Et compte tenu du caractère un peu éloigné de ces territoires, ce sont ceux qui pourraient être confrontés en premier aux difficultés de renouvellement de leur main-d'œuvre sur le territoire. Et puis simplement pour terminer, puisque c'est l'un aussi des sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, rappeler et représenter une diapositive qu'on avait déjà présentée à l'occasion du dernier Silver Day, c'est les projets de recrutement par métier sur les différents territoires en France. Alors ce qui compte, c'est plutôt l'illustration de gauche qui représente la situation normande. Et en fait, on observe que les métiers en tension, enfin ceux pour lesquels il y a le plus de projets de recrutement, ce qui traduit donc quand même un besoin et voire une difficulté à combler ce besoin, ce sont déjà des métiers qui concernent l'accompagnement des personnes âgées. Agents d'entretien des locaux, aides-soignants, aides à domicile et aides ménagères. Donc cette situation, vous la connaissez sans doute déjà tous dans vos différentes activités. Donc quand on sait que ces métiers aujourd'hui sont déjà en difficulté de recrutement et que l'on met ça en face d'une diminution probable de la population active sur le territoire régional, eh bien, on observe que les enjeux sont donc considérables pour l'accompagnement du vieillissement, puisque non seulement il faut rendre ces métiers le plus attractifs, mais dans un contexte où il y a de moins en moins de monde pour les occuper. Voilà, j'en ai terminé. Je vous affiche juste quelques instants les adresses mail, donc la mienne et puis celle surtout des deux collègues qui s'occupent des études en partenariat avec les collectivités territoriales. Comme ça, si certaines de vos structures souhaitent travailler sur ces problématiques du vieillissement, comme nous l'avons fait avec certains départements, n'hésitez pas à nous solliciter et je resterai évidemment disponible pour les questions. Merci.
Merci beaucoup Mathieu, merci pour votre éclairage. Donc la transition démographique est en effet en cours en Normandie, ce n'est plus une surprise et on est toutes et toutes concernés par la situation, que ce soit dans nos emplois propres, puisque c'est à nous de nous adapter à l'évolution de nos clients, à l'évolution de nos bénéficiaires, à l'évolution de nos patients. J'en profite pour indiquer qu'il y a dans le village des exposants un simulateur du vieillissement qui est présenté par le groupe Domitis et qui vous permettra de vous mettre en situation quand on est justement une personne âgée de plus de 80 ans. C'est intéressant et ça permet de changer les pratiques et de voir sous un autre regard. Donc, transition démographique qui a également un impact sur l'emploi, c'est l'objet de cette table ronde. Du coup, je vais demander à Marie Dessous de France Travail de me rejoindre pour pouvoir vous présenter des données statistiques justement par secteur d'activité. Bonjour à tous. Donc oui, je vais vous donner quelques chiffres, quelques données chiffrées rapides mais assez concises sur voilà, les demandeurs d'emploi donc seniors en Normandie. Donc les données sont en date de fin mars 2025. Donc les demandeurs d'emploi seniors en catégorie A, B, C. Donc catégorie A, c'est sans activité, B et C avec activité réduite. Donc les demandeurs d'emploi seniors 50 ans ou plus, donc les données par département. Donc nous voyons qu'en Normandie, nous avons 64 910 demandeurs d'emploi, ce qui avec une évolution à hauteur de 2,3% en un an et plus 4,8% pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Dans la Manche, nous avons 8 442 demandeurs d'emploi, donc parmi ces 64 910. Donc on constate une évolution de 1,1% en un an dans la Manche. Calvados, nous sommes à 14 030 demandeurs d'emploi seniors, donc parmi la totalité des demandeurs d'emploi, avec une évolution de 3% en un an. Seine-Maritime, 25 673 demandeurs d'emploi, plus 2,9%. L'Eure, nous sommes à 11 608 demandeurs d'emploi avec une évolution de 1%. Et l'Orne, 5 157 demandeurs d'emploi, pour le coup, avec une évolution de 1,9%. La proportion dans la demande d'emploi total par territoire. Donc on peut constater que parmi l'ensemble des demandeurs d'emploi, nous avons 25% de seniors en Normandie. Voilà, parmi la totalité des demandeurs d'emploi, 25% de plus de 50 ans sont représentés en Normandie. Nous en avons 26% dans le Calvados et dans l'Eure, 28% dans la Manche, 27% dans l'Orne et 24% en Seine-Maritime. Donc les demandeurs d'emploi seniors représentent 25% des demandeurs d'emploi normands en catégorie A, B, C à fin mars. Donc cette proportion est à noter qu'elle est inférieure à celle observée en moyenne nationale, qui, elle, est de 27%. Donc un petit avertissement qui m'a été donné par notre service statistique à France Travail, du fait de la loi plein emploi et d'une évolution informatique sur le formulaire d'actualisation et d'un incident de production, les évolutions sont à analyser avec précaution. Voilà, puisque avec la loi plein emploi, nous avons une augmentation conséquente du nombre des demandeurs d'emploi avec l'inscription de tous les bénéficiaires du RSA. Donc tout ça est à prendre les chiffres. Voilà, on peut l'évolution est à quelque chose près est bonne, mais il faut prendre tout ça avec précaution. Alors maintenant, je vais vous présenter le profil des demandeurs d'emploi seniors. Donc, les demandeurs d'emploi, donc ils représentent, on l'a vu tout à l'heure, 64 910 personnes. Parmi ces seniors, donc nous en avons 56% qui sont en catégorie A, c'est-à-dire qui sont sans aucune activité sur le dernier mois. Nous en avons 54% qui sont des femmes, 63% qui ont un niveau CAP, BEP ou infra, 37% niveau bac ou plus, 11% qui sont résidents quartier prioritaire de la ville, 20% bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés, et 12% allocataires du RSA.
Donc il est à noter que nous avons davantage de femmes, de demandeurs d'emploi moins diplômés et de bénéficiaires de l'obligation d'emploi senior que parmi l'ensemble des demandeurs d'emploi normands. Puisque lorsque l'on prend par exemple pour les femmes, sur l'ensemble des demandeurs d'emploi, nous avons 51% de femmes contre 54% uniquement pour les seniors. Pareil pour les niveaux CAP, BEP ou infra, 49% sur la totalité de l'ensemble des demandeurs d'emploi, donc c'est 49%, et pour les seniors, 63%. Donc nous avons une démarcation qui est assez importante sur le niveau d'études, et 10% pour les bénéficiaires obligations d'emploi pour le représenter dans l'ensemble des demandeurs d'emploi, contre 20% uniquement pour les seniors. Voilà. Le top 10 des métiers recherchés par les demandeurs d'emploi seniors. Donc, aide à domicile, nous en avons 3104. Les agents de propreté de locaux, 3024. Les secrétaires, 1912. Agents de conditionnement, 1618. Agents d'entretien du bâtiment, 1412. Agents d'accueil, 1408. Jardiniers, également, 1122. Agents administratifs, 1070, et des conducteurs de poids lourds, 880. Donc ça, ce sont tous les métiers les plus recherchés par notre population senior inscrits à France Travail. Donc pour aller plus loin sur l'observatoire, donc vous avez des données sur l'observatoire et le data emploi, qui sont à votre disposition, que vous pouvez retrouver sur Internet facilement. Normandie.francetravail.fr, l'Observatoire du marché du travail. Vous avez énormément de données, c'est très riche, donc je vous recommande et je vous invite à y aller si vous avez besoin d'approfondir l'ensemble de toutes ces données que je vous ai données. Et Data Emploi également, qui est à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup Marie Dessoude pour toute cette précision. Vous pouvez rester à côté de moi si vous voulez, du coup, parce qu'après on va enchaîner avec vous. Ouais, pas de souci. Et du coup, pour continuer sur cette notion du vieillissement de la population et de son impact sur l'emploi, je vais donner le micro à Catherine Desmarais de la Caisse d'épargne Normandie. Parce que Catherine, au cours d'une discussion qu'on a eue il y a quelques temps, vous m'aviez indiqué que la Caisse d'épargne Normandie subissait elle-même cet impact de la transition démographique, en ce sens qu'il y avait beaucoup de départs à la retraite dans les années à venir. Est-ce que vous avez des données à pouvoir nous communiquer sur ces éléments, justement, plus précises ? Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Dans les banques, on a beaucoup recruté dans les années 80. Dans le réseau des caisses d'épargne, on a vraiment changé d'activité dans les années 85 et on a énormément recruté. Et c'est une époque où on rentrait encore dans la banque et on y faisait carrière. Voilà. Et donc, on restait souvent dans la même entreprise. Alors moi, mon témoignage, il est double. Hein. Il est Caisse d'épargne Normandie et puis il est à titre individuel parce que je suis moi-même senior. Et senior, c'est à partir de quel âge? Dans le groupe BPCE, c'est 45 ans. Aujourd'hui, on commence plutôt à dire 55 ans, ce qui me semble assez réaliste eu égard à la qualité du vieillissement des personnes et puis surtout à l'allongement de la durée du temps de travail. Et donc, on a à peu près, en moyenne, 40% des collaborateurs qui vont partir dans les 5 ans. 50% sur les services supports, c'est-à-dire la moitié. 30% dans le réseau, puisque dans le réseau, les gens sont plus jeunes. Et ensuite, en fin de carrière, assez souvent, ils vont dans les services supports. Donc, c'est un point important, puisque ce n'est pas du 1 pour 1. On parle de personnes qui ont 40 ans ou 35 ans de caisse d'épargne et qui ont donc une très, très forte expérience. Donc, l'objectif, ce n'est pas forcément de les retenir, mais en tout cas, c'est de leur donner qu'ils soient physiquement en capacité de dire j'ai envie de continuer et intellectuellement aussi de dire j'ai envie de continuer. Ce qui est important dans les équipes, c'est d'avoir l'intergénérationnel. Donc France Travail, vous disiez tout à l'heure, madame, qu'en effet, comment continuer l'emploi des seniors? On embauche également des seniors, pas forcément issus de la banque, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des parcours divers. Et quand on embauche aujourd'hui une personne à 55 ans ou 60 ans, ça veut dire que cette personne-là, elle va rester les 10 ans ou 5 ans qui viennent dans l'entreprise. Si la partie des plus jeunes, on a un turnover important, et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui nous quittent au bout de 5 ans.
Donc c'est aussi important, c'est d'avoir des gens d'expérience, c'est d'avoir des gens qui ressemblent à nos clients. Et nos clients, ils vieillissent. Donc c'est aussi de mettre des seniors face à des seniors. Alors, pas seulement des seniors, encore une fois, l'intergénérationnel est extrêmement important. Donc on travaille beaucoup sur notre marque employeur, hein, si vous voulez. Moi, après, je suis sur le stand, on peut en discuter, mais c'est un point extrêmement important. Sur les seniors, il y a plusieurs démarches. Alors, il y a évidemment tout ce qui est suite à l'héritage des jeux, puisqu'on était partenaire premium, bouger. Donc, on a un programme Boost qui est comment rester en activité physique. Alors, ce n'est pas que pour les seniors, parce qu'il y a des jeunes, comme le disait Joël Bruno, qui ne marchent pas. On ne parle pas de sport, hein, c'est toutes les 2 heures, je me lève. J'ai des bureaux adaptés, des bureaux électriques où je peux travailler debout. Je peux m'asseoir sur un ballon de pilates pour travailler. Ce sont des marches collectives également. C'est de dire la retraite, elle va devoir se préparer. Et quand on vieillit, on a aussi des problématiques. Notamment, on peut être aidant de nos propres parents. Alors, on peut être aidant beaucoup plus jeune, hein, pour d'autres raisons familiales, mais on peut être aidant de nos propres parents. Donc, on a du don de congé. On a également du temps qui peut être adapté pour les personnes qui veulent aider leurs parents. Il y a des formats de contrats de prévoyance qui sont également proposés aux salariés qui le souhaitent, qui sont dans ces situations. Donc, c'est de dire, je suis un peu plus âgé, j'ai 55 ans, 60 ans et plus, mais je vais continuer à travailler, peut-être à temps partiel. Il y a tout le dispositif des retraites progressives, hein, qui sont évidemment extrêmement intéressants et qui peuvent être en plus abondés par l'employeur au-delà des limites légales. Il y a toujours sur la santé tout ce qui est campagne de vaccination contre de la grippe qui est pris en charge par l'employeur. Et puis c'est de dire aussi la retraite, elle se prépare et c'est pas parce que vous serez retraité que vous serez inactif. Et donc on a par exemple la semaine de la solidarité où chaque collaborateur peut aller dans une association, faire une journée de solidarité. La demi-journée est offerte par l'employeur, l'autre demi-journée à la charge du collaborateur. Et ça permet de se dire, peut-être que je peux avoir une appétence pour aider dans le milieu associatif. Et sur la fin de carrière également, il y a le dispositif mécénat de compétences qui permet de partir et d'aller travailler dans une association ou une collectivité locale. Et peut-être que c'est quelque chose qui, pour le salarié, sera important et qu'une fois à la retraite, il pourra continuer dans cette structure. Donc, c'est aussi de préparer l'après. Préparer l'après aussi avec les associations. Alors nous, on a des associations de retraités des caisses d'épargne qui permettent de garder du lien. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important sur la partie senior. Et je disais également, donc sur la marque employeur, pour nous, c'est important, c'est de se dire qui nous sommes. On a des valeurs coopératives, on est Bicorp, des valeurs solidaires. Donc on les met en valeur. Et ensuite, on va aller communiquer sur des réseaux. Alors, si on prend les seniors, si on veut embaucher des seniors, on ira peut-être plus sur Facebook. Et chaque mois, on aura une thématique avec une verbatim, une vidéo, un témoignage collaborateur. Et ce témoignage collaborateur, il est extrêmement important parce que quand on veut recruter, c'est bien cette personne, par exemple, si on prend l'exemple d'un senior qui va parler de son expérience, de son intégration à la Caisse d'épargne Normandie, qui va pouvoir, là aussi, parler à un autre senior et se dire pourquoi pas moi, finalement. Donc voilà ce que je peux témoigner sur ce que nous mettons en place pour faire face à ce défi qui est quand même extrêmement important. Merci beaucoup Catherine Desmarais, c'était un très beau témoignage. Et puis vous l'avez dit, justement, vous avez cité au fur et à mesure différents dispositifs pour pouvoir s'adapter à cette transition démographique, donc notamment pour le recrutement, mais également préparer sa retraite. On les verra au fur et à mesure avec les intervenants de la table ronde. Je m'entends du coup de nouveau vers Marie Dessoude pour échanger sur France Travail et les dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi seniors dans leur recherche d'emploi. Oui, tout à fait. Donc c'est un enjeu pour nous majeur d'accompagner nos demandeurs d'emploi seniors dans le recrutement. Donc nous avons effectivement le directeur tout à l'heure de l'ARS l'a évoqué, le directeur général l'a évoqué. Nous allons vers le dispositif le aller vers, c'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est d'aller vers les entreprises pour recenser leurs besoins et leur trouver évidemment des profils qui correspondent à leurs besoins, dont les personnes demandeurs d'emploi qui ont plus de 50 ans.
Donc l'enjeu, effectivement, pour France Travail aujourd'hui, c'est d'accompagner ce public expérimenté pour favoriser son retour à l'emploi et construire avec lui un véritable parcours personnalisé en fonction de ses besoins. France Travail, comme vous le disiez, dispose de dispositifs qui ont fait leurs preuves aujourd'hui et qui permettent aux entreprises de recruter plus facilement. Nous avons à la disposition donc, de l'ensemble des entreprises beaucoup de dispositifs, notamment le dispositif d'immersion professionnelle, qu'on appelle également période de mise en situation professionnelle en milieu de travail. Donc c'est un dispositif qui permet aux candidats de découvrir un métier dans l'entreprise, de découvrir les conditions de travail sans être en contrat ou sans être en formation, mais il est en immersion pour découvrir vraiment l'activité de l'entreprise et de vérifier si le poste qui est à pourvoir est susceptible de l'intéresser ou pas. Et ça permet aussi aux recruteurs de vérifier les aptitudes du candidat sur le poste et ça permet de sécuriser derrière le recrutement. Donc c'est pas une période d'essai, c'est pas un contrat, c'est pas une formation, c'est vraiment une mise en situation au milieu de travail. Voilà, donc ça c'est un dispositif qui est très intéressant et très utilisé de la part de beaucoup d'entreprises et qui a fait ses preuves aujourd'hui puisque derrière, nous avons nombre de recrutements suite à ces périodes d'immersion qui sont majoritairement, alors pour une immersion préalable à un recrutement, c'est pas plus d'une semaine. Voilà. Après, on peut faire également mettre en place des immersions pour les demandeurs d'emploi expérimentés pour confirmer un projet professionnel qu'ils pourraient avoir ou également découvrir un métier. Puisque nous avons nombre de seniors expérimentés qui souhaitent se reconvertir sur un autre métier et avant de s'engager sur une formation, vérifier vraiment que le métier en question qu'il envisage l'intéresse et avant de s'engager sur la formation, il peut réaliser cette immersion. Voilà. Donc l'immersion n'est pas rémunérée. Le demandeur d'emploi, du coup, il y a une convention qui est signée tripartite entre le demandeur d'emploi, France Travail et l'entreprise pour qu'il y ait une couverture sociale, mais il n'y a aucune rémunération. C'est le demandeur d'emploi continue de percevoir ses allocations s'il en a ou ne les perçoit pas s'il n'en avait pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le second dispositif que je souhaitais mettre en avant ce matin, c'est la POI, donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc ça, c'est un dispositif qui est très utilisé également par les entreprises et qui a fait ses preuves également. Il permet de préparer les demandeurs d'emploi à un poste spécifique au sein d'une entreprise. Donc lorsqu'une entreprise détecte un candidat pour un poste qu'il a à pourvoir et que ce candidat a des compétences, mais pas toutes les compétences pour occuper le poste, eh bien, il est possible de mettre en place donc, une formation donc, soit en interne, donc c'est du tutorat, donc le demandeur d'emploi, le candidat du coup sera dans l'entreprise accompagné d'un tuteur. Donc il y a un plan de formation qui est mis en place pour ce tutorat en lien avec France Travail et l'entreprise et le demandeur d'emploi, ou ça peut être également une formation via un organisme extérieur. Voilà, donc pendant toute la durée de la formation, donc si c'est du tutorat, ça peut aller maximum jusqu'à 600 heures, pas plus, c'est entre 300 et 600 heures en fonction de différents critères, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et pendant toute la durée de la formation, le candidat est stagiaire de la formation, c'est-à-dire qu'il perçoit une rémunération de Pôle emploi. Donc ça, c'est intéressant également de le souligner. Et ensuite, donc suite à cette formation, si elle a donné satisfaction auprès de l'entreprise et du demandeur d'emploi que le candidat a bien acquis toutes les compétences nécessaires pour la tenue du poste, et bien derrière, il y a une embauche qui est réalisée pour un contrat à durée déterminée minimum de 6 mois. Donc ça peut être entre 6 et 12 mois ou un CDI. Voilà. Donc ce dispositif permet de valoriser l'expertise préexistante des seniors en la complétant par de nouvelles connaissances. Et les seniors peuvent entrer dans l'entreprise parfaitement préparés et opérationnels avec une capacité d'adaptation qui est prouvée. Donc nous avons 8 demandeurs d'emploi sur 10 de plus de 55 ans qui ont retrouvé un emploi
dans les 6 mois qui ont suivi cette formation. Donc c'est important de le souligner, puis c'est vraiment très très utilisé, je le répète. Autre dispositif que je souhaite mettre en avant, c'est la MRS, donc c'est la méthode de recrutement par simulation. Donc c'est une approche qui est innovante et qui permet de recruter un candidat en se basant sur ses aptitudes réelles à effectuer un travail plutôt que sur ses expériences professionnelles. Donc c'est un dispositif qui permet de recruter sans CV. C'est quelque chose qui est important et qui peut être tout à fait utilisé et apprécié pour les seniors de plus de 50 ans. Donc tout d'abord, France Travail réalise une analyse de poste dans l'entreprise. Les compétences nécessaires pour le poste sont identifiées. Ensuite, des exercices pratiques sont créés ou existent déjà en fonction du métier recherché pour simuler les tâches du poste. Les candidats sont invités ensuite par France Travail à participer à ces simulations. Donc, ils exécutent les tâches dans des conditions similaires à celles du poste. Et les performances des candidats ensuite sont observées et notées par des évaluateurs qui sont formés. Donc, les critères d'évaluation sont basés sur la qualité, la précision, la rapidité, l'efficacité ou la réalisation des tâches. Les résultats de ces simulations donc, permettent ensuite de sélectionner les candidats qui ont démontré les meilleures capacités à accomplir les tâches du poste, donc indépendamment de leur parcours ou de leur âge. C'est là tout l'avantage. Donc, cette méthode permet de révéler les compétences réelles et les potentiels des candidats en mettant de côté les préjugés liés aux expériences antérieures ou aux diplômes. Et elle est particulièrement utile pour favoriser l'emploi des seniors en mettant en avant leurs capacités pratiques actuelles. Voilà, donc c'est une méthode de recrutement qui est sans CV, où les candidats réalisent des exercices qui sont évalués, etc. Et ça peut permettre, donc ça permet une présélection en fait des candidats pour derrière peut suivre par exemple une période d'immersion ou peut suivre une préparation opérationnelle à l'emploi individuel, par exemple. Voilà ce que j'avais à dire sur les dispositifs. On a également notre site francetravail.fr où dessus vous avez tout un tas d'informations, tout ce dont je viens de vous parler, tout est expliqué en détail aussi dessus. Et vous avez également l'organisation par France Travail de nombreux événements, comme nous allons le faire cet après-midi avec le job dating. Donc c'est vraiment de faire rencontrer les entreprises, donc c'est le aller vers, faire rencontrer les entreprises, les demandeurs d'emploi, dont les plus de 55 ans, et voilà, et pour mettre en avant et mettre en lumière tout ça, et donc voilà. Et du coup, comme il y a beaucoup de dispositifs, quand on est employeur, on ne les connaît pas forcément. J'imagine que chez France Travail, il y a un entretien qui se fait avec l'employeur et qui permet d'évaluer les besoins et de l'orienter sur justement le choix de dispositifs. Donc nous avons à France Travail des équipes dédiées entreprises avec des conseillers entreprises. Donc chaque entreprise a un conseiller référent. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone ou vous rendre sur chaque agence France Travail dont dépend chaque entreprise. Donc c'est le 39 95 pour contacter votre agence France Travail, et vous avez des conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos recrutements, pour vous rencontrer, découvrir quels besoins vous avez, comment on peut travailler ensemble, quelles actions on peut mettre ensemble pour permettre aux entreprises de recruter, de trouver le bon candidat, voilà, pour les postes qui sont à pourvoir. Très bien, merci beaucoup Marie Dessous, c'était très clair. Merci voilà. à vous. Merci. Merci. Donc on a vu tous ces dispositifs spécifiques qui sont mis en place pour l'emploi, pour le retour à l'emploi. Et vous avez, vous aussi, France Travail, de nombreux partenariats avec des entreprises, des partenaires, dont la région. Donc je vais m'adresser du coup à vous. Si vous souhaitez, vous pouvez m'accompagner jusqu'ici ou vous restez là. C'est comme vous voulez. Non, je vais Vous êtes bien rester assise là, ici. très bien. Merci. Du coup, je m'adresse à vous, Betty Pantier. Vous êtes animatrice emploi formation arrondissement Caen-Falaise. Oui. Ma première question est quel type de formation la région propose-t-elle pour aider les demandeurs d'emploi ? Et en fait, la région intervient sur donc, le financement des formations, que ce soit des formations de remise à niveau
ou des formations qualifiantes. Et donc ces formations sont ouvertes à tout public et notamment aux demandeurs d'emploi seniors. Quelquefois, les seniors pensent que ce n'est pas ouvert pour eux, mais elles sont ouvertes. Et donc ces formations se mettent en place sur l'ensemble du territoire normand, avec des formations de remise à niveau pour pouvoir accéder soit directement à un emploi ou pour accéder à une formation qualifiante, puisqu'il faut refaire un petit point sur les mathématiques, le français, pour entrer en formation qualifiante quelquefois. Et puis derrière, eh bien, on a tout un panel de formations. Donc, dans toute filière, on peut aller sur le transport, sur l'hôtellerie-restauration, sur le tertiaire. On a vraiment tout un catalogue de formations en région pour permettre aux demandeurs d'emploi de se former et de devenir professionnels du domaine. Et si je suis demandeur d'emploi, je peux être accompagnée dans la construction de mon nouveau parcours professionnel ? Oui, nous avons aussi un dispositif qui s'appelle un dispositif #Avenir, qui permet donc aux demandeurs d'emploi qui sont en reconversion, donc je pense aux seniors quelquefois qui ne peuvent plus occuper un poste et qui ont besoin d'aller découvrir d'autres métiers et de se former à d'autres métiers, ou voilà, qui ont eu envie de changer parce qu'ils ont eu une vie avant et ils veulent partir sur une autre vie dans leur fin de carrière. Eh bien, il y a un dispositif, donc #Avenir, où les personnes sont accompagnées, vont aller faire des enquêtes métiers, des périodes d'immersion pour découvrir les métiers et pouvoir faire des choix. Et la suite, c'est une entrée en formation ou, s'ils ont le potentiel, directement l'accès à l'emploi. Nous avons aussi également, puisque Marie tout à l'heure disait, l'immersion. Dans #Avenir, nous avons aussi le #Action, c'est-à-dire que le #Action, c'est l'immersion sur des plateaux techniques. Donc en fait, ils vont 2-3 jours sur des plateaux techniques, parce que souvent, le demandeur d'emploi, quand on lui dit « il faut aller en formation », oui, mais bon, j'ai passé l'âge d'aller sur les bancs de l'école. Et bien là, par ce dispositif, eh bien, il vraiment se rend compte que c'est de la professionnalisation qu'il va avoir. Et donc, ça lui permet de pouvoir peut-être faire un choix et en tout cas le faire en toute connaissance de cause pour la formation. Donc ça, ce sont les actions spécifiques pour les soutenir dans leur recherche d'emploi et du coup dans leur acquisition de formation. Oui. Okay. Et petite question qui est plus liée au quotidien. Je me dis, moi, je suis senior, je recherche un emploi et on me dit que je dois partir en formation. Il y a peut-être un peu d'a priori, de doute aussi, en se disant, est-ce que c'est vraiment ma place ? Oui, eh bien, je rencontre, moi, lors des bilans, donc nous avons des dispositifs, je serai à disposition si certains d'entre vous veulent me rencontrer. Je suis l'interlocutrice sur l'arrondissement de Caen, mais nous sommes 11 animateurs sur l'ensemble de la région Normandie, donc je pourrais vous communiquer voilà, les contacts de mes collègues pour vous donner plus d'informations sur nos dispositifs. Mais nous avons effectivement un dispositif notamment utilisé avec l'entreprise Transdev qui est à mes côtés, qui est le dispositif Une formation, un emploi. Lors de ce dispositif, il m'arrive de rencontrer donc des seniors. Et donc, je pense à un témoignage de seniors lorsque je vais en formation qui me disent, donc ils ont passé 45 ans, 55 ans. Et ils me disent, ah, mais non, mais nous, on pensait retourner sur les bancs de l'école, se retrouver avec finalement une classe de jeunes. Et non, on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, qu'on est seniors, mais qu'on a le droit à la formation et que c'est aussi possible pour nous. Donc, il ne faut surtout pas se mettre de frein à aller en formation et eux-mêmes, derrière, communiquent auprès de leurs amis, de leurs voisins sur ces dispositifs. Donc là, je partage et je parle de cette expérience pour le transport, mais on le fait dans toute filière confondue. Donc voilà, on a des solutions et surtout un stop aux idées reçues. Les seniors peuvent se former et peuvent avoir une nouvelle vie, une nouvelle deuxième partie de vie ou troisième. Voilà. Très bien, merci beaucoup Betty Bentier, c'était très clair. Merci à vous. Je vous laisse passer le micro du coup à votre voisine, Micheline Maréchal, qui est responsable développement ressources humaines pour le groupe Transdev. Micheline, pouvez-vous nous préciser le nombre de seniors qui sont justement dans les effectifs de Transdev aujourd'hui ? Alors, effectivement, Transdev Normandie, on est en fait délégataire de services publics dans le transport et on a 4000 collaborateurs en Normandie et donc les travailleurs expérimentés, comme on les appelle maintenant, représentent en fait 45% de nos effectifs sur l'ensemble de la Normandie. Et sur les derniers embauchés, donc sur la vague 2024, puisqu'on recrute très largement, c'est plus de 300 recrutements par an, on est à 28% de seniors, donc de personnes de 50 ans et plus, parmi nos effectifs, de nouveaux embauchés.
En effet. Et Mm. du coup, pour les accompagner dans l'entrée dans l'emploi, vous avez recours à des formations, des partenariats du coup avec la région, un dispositif spécifique qu'on vient de voir avec Betty Pantier. Vous pouvez nous en dire plus, comment ça s'est mis en place et quel a été l'impact? Alors effectivement, sur l'ensemble de la Normandie, on utilise un petit peu tous les dispositifs, hein, comme ça a été dit précédemment. Donc nos partenaires sont principalement France Travail, la région Normandie et l'OPCO Mobilité. Vraiment un partenariat fort, hein, qui nous permet en fait de former l'ensemble de nos collaborateurs, notamment à la conduite de transport en commun. Donc on utilise un peu tous les dispositifs, hein, à notre actif, entre guillemets. Donc, comme l'a dit Betty, une formation, un emploi, donc avec la région Normandie. Donc, ça permet également aux demandeurs d'emploi de ne pas payer sa formation. Hein. C'est quand même, nous, la formation, donc c'est à peu près 3 mois et demi de formation. C'est à peu près 7 000, 8 000 euros, hein, dont le demandeur d'emploi ne paye pas. D'accord. Donc, concrètement, il découvre un nouveau métier. Par la simulation aussi. Donc, nous, on est très preneurs d'actions d'innovation. Et donc, en fait, on a une politique RH et de recrutement vraiment très innovante, où, en fait, on ne fait pas attention à l'âge. Donc, vous venez comme vous êtes, à l'âge que vous avez, avec les origines que vous avez, hommes, femmes, non genrés. Vous venez comme vous voulez. Chez Transdev, vous êtes bien accueillis. On vous recrute dans un métier qui recrute, notamment la conduite, mais aussi la mécanique. Donc, concrètement, on utilise tous les dispositifs à notre actif. Très bien. Et vous me disiez lors de notre échange qu'il y avait aussi des adaptations pour l'emploi senior, que ce soit pour du temps partiel, du temps complet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, donc là, on a parlé des dispositifs de recrutement. À l'intérieur de l'entreprise, hein, donc pour accompagner l'ensemble de nos collaborateurs tout le long de leur carrière, il y a différents dispositifs, notamment les aménagements au poste, donc aménagement d'horaire. Donc, par exemple, ça peut être le temps partiel, le cumul emploi-retraite. Ça fait largement partie parce que, en fait, on a beaucoup de métiers pour le transport scolaire, donc c'est du temps partiel. Donc nos salariés, en tout cas seniors, aiment ce dispositif, puisque ça leur permet effectivement d'avoir une vie privée très développée, mais en même temps avoir un travail et avoir tous leurs vacances de libre, hein, parce que forcément, on est au rythme scolaire. On a aussi des aménagements en fait, de tutorat interne, donc de mentorat, de mécénat, de compétences, effectivement, qui plaît largement à nos seniors, puisqu'en fait, ils peuvent aussi s'engager, puisque on recrute aussi des personnes à notre image. Transdev est une entreprise qui s'engage sur son territoire, et forcément, nos collaborateurs s'engagent également sur leur territoire par des actions de mécénat, de compétences. Voilà. Donc, Très bien. Petite remarque du coup qui n'est pas forcément liée à cette notion d'emploi liée à l'âge, mais moi je vois de plus en plus de conductrices de bus et je suis ravie de les voir. Et ravie de les voir aussi dans les garages. Vive la mixité. Et merci à Transdev de faire aussi attention à cette notion d'équité, c'est important. merci beaucoup. Merci pour votre témoignage en tout cas du coup, Merci. Micheline Maréchal. Alors mon grand-père, Michel, disait toujours que travailler c'est la santé, mais ne rien faire c'était la conserver. Alors j'en conviens, c'est un peu extrême. Et pour le coup, je pense qu'on peut, de manière complètement intermédiaire, se dire que oui, travailler, mais c'est en santé. Mais si on veut continuer à travailler dans de bonnes conditions, il faut aussi préserver sa santé et éventuellement, même souvent, envisager les aménagements de poste. Pour ça, il faut être accompagné. Et je vais me tourner du coup vers Éric Pelletier de la RAC. Éric, lors de notre échange, vous m'avez indiqué que les entreprises étaient les acteurs numéro 1 dans l'adaptation des postes de travail, dans la réflexion profonde qui doit être menée en entreprise pour pouvoir adapter les postes. Est-ce que vous pouvez déjà me dire qui est la RAC, parce que ce n'est pas une entreprise, une association connue de tout le monde. Et puis après, on parlera des dispositifs en question. Bonjour à toutes et tous. Oui, l'ARAC, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, on est une agence publique d'État qui a pour mission, on a une mission de service public qui est d'accompagner les entreprises de la région, enfin des régions, hein, il y a une ARAC dans chaque territoire, sur l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.
Donc nous, on est une ressource sur le territoire au service de toutes les parties prenantes des entreprises, donc que ce soit la direction des RH, qui sont mes interlocuteurs principaux moi, dans mes accompagnements, les représentants des salariés, les membres du CSE. Et l'objectif, c'est vraiment d'aider les acteurs et les actrices des entreprises à aborder cette question des conditions de travail au sens large, en fait. Vous parliez d'aménagement de poste de travail, mais moi, je suis ergonome de formation. J'ai fait 2 aménagements de poste de travail depuis 20 ans que je suis à l'ARAC. Donc, on intervient beaucoup, nous, sur l'organisation du travail, en fait, et les enjeux organisationnels sur les questions de conditions de travail. Est-ce que vous avez un dispositif spécifique que vous souhaitez nous présenter aujourd'hui ? Oui, alors on travaille sur beaucoup de thématiques, mais en l'occurrence sur cette problématique des seniors ou salariés expérimentés, on a mis en place avec l'ANACT un outil d'autodiagnostic sur la gestion des seniors qui est en ligne sur le site de l'ANACT, qui permet d'aborder plusieurs thématiques, à la fois sur la gestion des fins de carrière, sur les parcours professionnels, sur la santé au travail, sur le travail, les relations sociales, les relations internes, et puis le maillage avec les acteurs externes, qui permet aux entreprises de se poser des questions sur là où elles en sont, et puis savoir où il faut peut-être mettre le curseur pour avancer. Et donc c'est quelque chose qui est autoporté. L'objectif, c'est vraiment que chacun se saisisse de tout ça, mais on s'appuie aussi sur des dispositifs qui nous permettent, nous, d'accompagner en fait en direct les entreprises. Juste pour donner un exemple, moi aujourd'hui j'interviens dans le cadre d'un dispositif avec Opco Santé, et donc avec un financement de la DRETS, et donc on a un comité de pilotage avec l'ARS qui est présente donc dans le secteur sanitaire, social et médico-social, où on accompagne justement des établissements du médico-social sur ce sujet-là pour les aider à faire le diagnostic, où vous en êtes, et concrètement à partir de ce diagnostic-là, c'est vers quoi il faut aller, quels sont les plans d'action vers lesquels il faut aller. Et ce qui nous permet, moi j'en viens, j'étais encore hier dans un établissement sur Cherbourg, de pointer du doigt des éléments, notamment d'organisation du travail. On pointe du doigt la question de la retraite progressive, par exemple, qui est possible pour les entreprises, mais qui pose aussi des problèmes d'organisation du travail. Et c'est concrètement quand on est dans des établissements avec un enjeu de continuité de service, travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans des maisons d'accueil spécialisées, par exemple. Concrètement, comment on peut proposer des aménagements d'horaire ou de la mise en place de retraite progressive? C'est pas si évident que ça, en fait. Et donc nous, on est ressources sur le territoire pour poser ces enjeux-là et travailler avec les parties prenantes de l'entreprise pour essayer de trouver des solutions. Donc on a une porte d'entrée senior, mais finalement l'enjeu il est pour tout le monde, puisque ça peut avoir un impact sur les autres aussi. Et vous me disiez que justement, l'intérêt aussi de votre intervention, c'était de vous rendre en entreprise et de réaliser un audit déjà initial, parce que souvent les entreprises sont de bonne volonté, se lancent dans ces plans d'action avec les négociations des partenaires collectifs, mais sans avoir fait de diagnostic par une personne extérieure qui est donc objective et donc indépendante. Du coup, vous, c'est aussi votre rôle et ça permet de pouvoir avoir un plan d'action peut-être plus élaboré. Oui, alors on parle plus de diagnostic que d'audit en l'occurrence, effectivement. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder. Ça fait le lien avec plusieurs éléments qu'on a vus tout à l'heure. On a eu des données de l'INSEE à un niveau macro. Nous, on traite des données, moi, je fais beaucoup de démographie du travail en interne, donc on est vraiment sur des données micro, mais le constat qu'on peut faire, en fait, c'est que les entreprises ne connaissent pas forcément leur population. Et quand on est moi, j'ai travaillé sur les plans seniors, j'ai été recruté sur ce sujet-là il y a 20 ans à l'ARAC. Donc, on voyait bien que le diagnostic n'était pas forcément fait, en fait, dans les entreprises. Et les seniors, est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'ils travaillent? Sur quel poste ils sont? Et quelles sont leurs conditions de travail? On voit bien qu'il y a un enjeu en fait à mieux connaître sa population, ce qui est vrai aussi sur des problématiques d'égalité professionnelle. Très clairement, on travaille de la même façon. Et donc, c'est d'aider à poser bien le diagnostic pour poser bien les enjeux et ensuite viser juste en fait sur les plans d'action à mettre en place. Très bien. Merci beaucoup, Éric Pelletier, pour toutes ces informations. Donc, le vieillissement du salarié, de l'indépendant peut être en effet la cause de mise en place de dispositifs particuliers pour pouvoir rester dans l'emploi. Mais c'est également la maladie qui peut s'ajouter, les accidents de travail. Et pour justement aider au retour dans l'emploi après un arrêt de travail qui a été long, il existe plusieurs dispositifs. Je vais me tourner vers Maggie Héritzi-Asselin, responsable service social Calvados, unité Caen, CARSAT Normandie.
pour pouvoir répondre à ces questions. Donc l'assurance maladie met en place une offre de services sur l'ensemble du territoire qui vise à aider les salariés et les travailleurs indépendants qui sont en arrêt de travail et qui présentent du coup un risque de désinsertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif dit DPD ? PDP. PDP, et voilà, Prévention de la parcours de prévention de désinsertion professionnelle. Voilà. Pouvez-vous nous le présenter, s'il vous plaît? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, la prévention de la désinsertion professionnelle pour l'assurance maladie, ça fait déjà quelques années qu'on est dessus. L'enjeu pour le service social que je représente, c'est d'accompagner pendant l'arrêt de travail un salarié sur la question du retour à l'emploi. Les salariés très vite qui rencontrent une problématique de santé, très vite vont s'apercevoir ou vont se rendre compte qu'il y aura une probable difficulté à la reprise. Et l'objectif de la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est d'activer tous les leviers possibles pour aider le salarié à se remobiliser pendant l'arrêt de travail. Alors comment il va se remobiliser Si vous posez les questions déjà avant par moi, l'accompagnement des professionnels qui peuvent intervenir pendant l'arrêt, médecin du travail à côté de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les services de santé au travail pour aider à prendre conscience des difficultés probables, identifier les capacités restantes. Certes, ils ont des problématiques de santé, mais ils peuvent faire plein d'autres choses. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, nos publics à nous, en tant que service social régional, c'est 60% des assurés qui ont plus de 46 ans. Donc, ce sont des gens qui ont un parcours professionnel, qui ont déjà tous travaillé, une problématique de santé qui arrive. Et l'enjeu, c'est d'essayer de reconstruire autre chose, d'adapter d'abord, d'essayer d'envisager un maintien dans l'entreprise et si ce n'est pas possible, d'envisager une reconversion. Ça va se traduire par des immersions en entreprise. Madame Dessoude évoquait un outil, la PMSMP. Elle peut être activée pendant l'arrêt de travail. On a des outils propres, assurance maladie, l'essai encadré, qui est aujourd'hui possible pendant un arrêt de travail. C'est-à-dire que le salarié va aller dans l'entreprise pour s'essayer, tout en restant en arrêt. Et avec cet outil, on va préparer, anticiper, identifier ce qui va pas et adapter les conditions de travail pour que lorsque l'arrêt se terminera, le salarié puisse rebondir et reprendre son activité dans des conditions favorables. Vous avez parlé de critères pour pouvoir en bénéficier. Est-ce que vous pouvez revenir dessus du coup plus en détail? Alors les critères pour en bénéficier, c'est-à-dire que tout salarié en arrêt ne peut pas faire un essai encadré ou un bilan de compétences. L'assurance maladie ne va aller que vers des salariés pour qui un risque d'inaptitude ou un risque de perte d'emploi est posé par le médecin du travail. Bien évidemment, l'assurance maladie n'a pas vocation à accompagner des parcours de formation pour des gens pour qui la problématique de santé ne sera pas un problème en sortie d'arrêt. Donc une des conditions, c'est vraiment centré pour aider des gens pour qui il y aura un vrai risque de reprise d'emploi en fin d'arrêt. Donc ça, c'est une première condition, l'avis de médecin du travail requis. Et puis, on ne peut pas prolonger un arrêt de travail pour faire une action de remobilisation pendant l'arrêt. L'action doit s'inscrire dans un arrêt qui est validé par le médecin conseil de l'assurance maladie. Donc c'est une autre condition pour engager ce dispositif. D'accord. Comment bénéficier de l'accompagnement du service social du coup? Alors le service social, c'est vrai qu'on n'est pas identifié en premier abord, on va dire, ou pas très connu par les assurés en arrêt. Donc on va plutôt vers, on déploie des actions d'aller vers. On travaille beaucoup avec la caisse primaire qui nous signale les personnes qui sont en arrêt de travail. Et à partir de ces signalements, nous, on va aller vers ces personnes pour se mettre à disposition et les accompagner si besoin. Des signalements du médecin conseil, du service médical de l'assurance maladie. Évidemment, quand ils contrôlent des assurés en arrêt, ils peuvent nous orienter des situations pour que nous, on puisse préparer et anticiper le plus tôt possible le retour à l'emploi. Les médecins du travail qui sont amenés à rencontrer des assurés pendant l'arrêt peuvent nous faire des signalements. Et tout acteur, on a de plus en plus de signalements, des employeurs également, qui sont informés qu'on peut mettre en place des choses pendant l'arrêt et qui nous orientent les situations, leurs salariés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes accompagnées dans le cadre de ce dispositif l'année dernière? Alors, le service social de l'assurance maladie CARSAT accompagne en Normandie sur cette mission-là près de 11 600 assurés relevant du régime général. Très bien. L'année dernière, les données de l'année dernière. Merci beaucoup pour votre intervention.
On enchaîne avec le docteur Marie Cabeuf, qui est médecin du travail PST 14. Donc, je sais que vous travaillez en lien très étroit justement avec les services de l'assurance maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe ? Alors, comment ça se passe ? Maggie en a dit un petit mot juste avant. C'est vrai qu'on a un pourcentage de personnes qu'on reçoit qui peuvent nous être orientées parce qu'ils sont en arrêt de travail, soit par le service social de la Sécu, par les médecins traitants, par différentes portes d'entrée. Et là, on peut accompagner les gens dans un parcours individualisé. Mais il faut savoir aussi qu'on accompagne les gens qui ne sont pas en arrêt de travail, qui ne sont pas, pour le coup, qui ne peuvent pas être accompagnés par le service social. Donc les personnes qui ne sont pas en arrêt de travail, elles peuvent venir vers nous dans le cadre de visites périodiques, mais aussi à leur demande, à tout moment, ou à la demande de l'employeur qui identifierait une difficulté possible dans l'emploi. Et donc, à partir de là, une fois qu'on reçoit la personne, on peut mobiliser différents outils aussi, nous, pour accompagner les personnes, et notamment faire appel à notre cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, à savoir que la PDP, comme on l'appelle entre nous, c'est une des grandes missions des services de santé au travail. Je suis pilote de la cellule PDP du service. Et donc, on accompagne de façon individualisée chaque personne pour qui il y a une difficulté d'adéquation entre sa santé et son travail à court terme, moyen terme, long terme. Et ça va de tous les dispositifs de maintien dans son emploi aux dispositifs d'accompagnement vers un changement d'emploi, une reconversion professionnelle. Et dans certains cas, une sécurisation des parcours, un terme qu'on emploie pour dire qu'il y a des personnes qui, malheureusement, du fait de leur maladie notamment, ne seront plus en capacité de travailler. Et pour ces gens-là aussi, on est en lien avec le service, enfin l'assurance maladie au sens large, service social ou service médical, pour voir comment on peut sécuriser le parcours des personnes. Ça fait beaucoup de choses en peu de temps à expliquer. C'est sûr. Mais on est disponible pour des questions, bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple concret avec du coup un salarié ou un indépendant qui serait senior ? Oui. Alors, ça fait dans les actions qu'on mène. Je peux vous parler d'une personne que j'ai suivie là depuis, ça fait 4-5 ans que je reçois cette personne. La première fois, ce monsieur, il avait 52 ans quand je l'ai reçu et il venait d'être embauché. C'est un monsieur qui avait eu un parcours de vie assez difficile. C'était son premier CDI et il faisait de la rénovation de portes, de grandes portes lourdes et volumineuses forcément. Et il a assez vite développé une problématique d'épaule et de coude. Et ce monsieur, très vite orienté, il y a très peu de marge de manœuvre d'aménagement du poste. On est allé voir, on a vu ce qu'on a pu faire, on a essayé de limiter le nombre de choses, de portes manutentionnées par jour, mais en termes de moyens techniques, c'était pas simple. Nos ergonomes sont intervenus, etc. Donc il s'est soigné et lui, son seul objectif, c'était ce CDI. Il se focalisait dessus. Bon, ça a tenu quelques années, et puis là, il y a 1 an et demi, il est revenu me voir, ça a recraqué. Et là, il avait déjà rencontré notre cellule PDP à l'époque, et là, on a relancé des choses, et ce monsieur, on l'a accompagné avec le service social de la CARSAT aussi, vers un parcours de bilan de compétences, comme il aime le métier, l'entreprise, l'univers dans lequel il est, il a identifié le poste de vendeur, concepteur, et on a pu faire un essai encadré. Donc, il a fini par être déclaré inapte, en effet, à son poste, mais avec un projet identifié, possiblement dans la même entreprise, mais en tout cas, sinon, il avait déjà des pistes et rencontré dans le cadre de son essai encadré et des immersions qu'il avait faites, des stages qu'il avait fait pendant son bilan de compétences. Il est parti serein, donc même à 56 ans maintenant, pour lui, l'enjeu de l'emploi n'était plus aussi inquiétant qu'il était il y a 4 ans grâce au parcours qu'on a pu mettre en place tous ensemble. Très bien, c'est un très bel exemple. Merci beaucoup. Oui, je l'aime bien cet exemple. Oui. il est tout frais en plus. Merci pour votre intervention. Alors, on utilise souvent le terme tomber à la retraite, comme si c'était une fatalité, comme si c'était une descente. Et au final, quand on y réfléchit bien, si on l'anticipe, si on la prévoit, si on travaille sur la notion, on peut faire en sorte que le départ à la retraite se passe dans les meilleures conditions.
Et notamment, il existe un dispositif qu'on appelle la retraite progressive, qui permet de se préparer petit à petit à ce changement de vie. Ce dispositif est ouvert à tous, contrairement à d'autres dispositifs. Et pour le coup, c'est un sujet important aujourd'hui dans ce cadre de transition démographique. Irène Sobeski, déléguée territoire de l'Orne aux relations extérieures CARSAT Normandie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dispositif, nous dire ce que c'est que cette retraite progressive ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Oui, la retraite progressive est en fait un système qui se développe de plus en plus et qui est vraiment intéressant. Déjà, on en a parlé pour éviter des fins de carrière un peu difficiles dans des métiers d'emploi, qui permet en fait de lever le pied, de diminuer son temps de travail et de pouvoir bénéficier d'une partie de sa retraite. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant à la fois pour les employeurs et pour les salariés. Le salarié, ça lui permet de diminuer son activité, de pouvoir partir à la retraite aussi progressivement, hein, de s'organiser ses temps de loisirs. Puis pour l'employeur, ça peut être intéressant pour la transmission des compétences, pour ses budgets, aussi pour lisser un petit peu les départs. Il y a un critère particulier pour pouvoir en bénéficier quand on est salarié ? Alors, on peut la demander 2 ans avant son âge légal. Mais après, on peut en fait en bénéficier aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc voilà, une personne qui finalement se plairait à travailler à temps partiel et voudrait continuer au-delà de son âge légal pour se faire de la surcote, par exemple, ben c'est tout à fait possible. Alors il faut quand même 150 trimestres et puis effectivement 2 ans avant l'âge légal de pouvoir demander cette retraite progressive. Donc c'est une retraite un peu provisoire, on va dire, puisqu'au moment où on va prendre sa retraite définitive, on va pouvoir recalculer la retraite définitive avec tout ce que l'on a fait pendant la retraite progressive. Donc en plus, qui continue à nous acquérir des droits. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant. C'est un dispositif qu'on peut aussi coupler dans le cadre d'une certaine forme de tutorat. On en parlait tout à l'heure aussi, un salarié qui va partir en retraite et qui a de l'expérience à transmettre. Du coup, avec un nouvel arrivant, ça peut être l'occasion en effet de coupler les dispositifs pour le coup. Bien, tout à fait, tout à fait. Et puis aussi dans des dispositifs, par exemple de parcours santé, on en a parlé. Voilà, des gens qui arrivent en fin de carrière, comme on l'a dit. Hein, il y a beaucoup de métiers pénibles. Hein, le médecin du travail qui est à côté de moi ne me contestera pas. Et je le vois aussi tous les jours dans mon travail. Hein, il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de carrière, qui sont quand même assez fatigués et qui ont aussi des fois des pathologies dues, par exemple, à des métiers répétitifs, par exemple de gestes répétitifs. Et donc, ça leur permet effectivement voilà, de pouvoir diminuer le temps de travail et de bénéficier une partie de leur retraite. Et puis, il y a aussi des gens, tout simplement, on n'en parle pas, mais ça existe, des gens qui n'ont pas envie de partir hein, et pour qui la retraite les affole un petit peu. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que la retraite, on en a parlé depuis tout à l'heure, hein, un petit peu avec tout le monde. C'est pas que un montant, une date de départ. Hein, c'est aussi un changement psychologique, un changement de vie, et ça se prépare aussi. Donc, ça peut être aussi utile dans ce cas-là, la retraite progressive. Complètement. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Du coup, aussi, tomber en retraite, donc c'est des changements de vie. Pour le coup, moi, j'entends régulièrement dire autour de moi, il ne l'avait pas prévu, du coup, il est arrivé en dépression. Il s'est séparé de sa femme parce qu'ils n'auraient pas anticipé de se retrouver à 2 dans la maison. Du coup, en effet, ça se prépare une retraite avant d'être encore en situation, quand on est encore en situation de travail. Et c'est d'autant plus intéressant de la préparer quand on cumule de l'accompagnement et quand on est salarié aidant. Du coup, Florence Moncourtois de l'Agir Carco, pouvez-vous nous renseigner sur ces éléments et me dire déjà ce que c'est que l'Agir Carco, puisque dans la salle, peut-être que des personnes ne connaissent pas le dispositif. Tout à fait. Merci. Donc oui, l'Agir Carco, c'est le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Mais juste un chiffre, actuellement, 96% des actifs, quel que soit le secteur d'activité, ont cotisé à un moment ou à un autre dans leur parcours professionnel à l'Agir Carco. Très bien, merci. Et du coup, quand on a cette transition vers la nouvelle vie qui arrive, est-ce qu'on peut anticiper comment vous accompagnez les salariés du secteur privé pour pouvoir se préparer à la retraite? Mais justement, effectivement, c'est un enjeu. Je vais rebondir sur les propos de ma collègue de la CARSAT. On les accompagne justement à anticiper le plus tôt possible cette phase de transition qui entraîne des bouleversements, que ce soit par rapport aux relations de couple, qui a un impact sur les relations sociales en général, la santé et puis les revenus, comme on l'a cité.
Et de quelle manière concrètement? La HR Carco en fait organise des préparations à la retraite et de manière multicarte, si j'ose dire, le plus adapté possible. Donc ça peut être des journées de sensibilisation, mais véritablement aussi des formations, puisqu'on a l'accréditation d'une journée, 2 jours, présentiel, présentiel, distanciel. On le fait en inter-entreprise et puis pour les grands groupes, parfois il y a des demandes de réunir les salariés, donc on le fait en intra. Et puis on a un module aussi accessible sur le site internet HR Carco, je dirais pour débroussailler pour les personnes qui ont 58 ans, 57, qui commencent à se poser des questions. On donne déjà des bases. D'accord. Et vous développez une offre à destination des salariés aidants. Pourquoi et en quoi consiste-t-elle? Alors oui, effectivement, je vais donner 2 chiffres. Le premier, c'est que 60% des aidants sont actifs et que 30% d'entre eux ont entre 50 et 64 ans. Donc on est bien aussi dans ce schéma du salarié senior qui cumule aussi des problématiques familiales. Donc depuis une vingtaine d'années, on a développé une offre de services d'accompagnement et de prévention vers ces personnes, parce que l'enjeu est double. C'est leur permettre de prévenir l'épuisement, mais aussi il faut avoir en tête que pour les salariés aidants, le travail, ça reste aussi le dernier lien social. Donc c'est important de le préserver. Et puis bien sûr, pour l'entreprise, c'est préserver ses richesses et ses ressources humaines. Donc il y a des services qui vont plutôt s'adresser aux entreprises elles-mêmes. Donc on va fournir des outils, par exemple, pour faire un diagnostic et évaluer les véritables besoins des aidants. Et une fois cette phase faite, on peut accompagner aussi en apportant des solutions entre guillemets, c'est-à-dire organiser avec les ressources humaines des réunions d'information. Ça peut être aussi fournir des contenus pour aussi sensibiliser les collègues et les proches dans l'environnement professionnel à la situation particulière de l'aidant. Et pour les aidants eux-mêmes, je vous donne un exemple concret, c'est le service écoute conseil orientation qui permet de faire cette fois un diagnostic individuel, d'orienter vers les services de proximité, vers les dispositifs concrets en fonction de la situation de chacun, et puis qui peut aller aussi jusqu'à une aide financière pour faciliter l'accès aux solutions de répit. Et ça, c'est important et ça permet effectivement de rester en poste le plus longtemps possible en préservant sa santé et en s'épuisant moins. Et du coup, quand on est salarié aidant et qu'on doit anticiper sa retraite, c'est pas forcément non plus évident de pouvoir lier les deux, puisqu'on sait que l'aidant a des difficultés à pouvoir prendre du temps pour lui. Donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir rapprocher le dispositif en conséquence. Tout à fait. Merci beaucoup Florence. Je remercie tous les participants de cette table ronde. Nous avons tenu dans les délais, même si on a commencé en retard. Vous étiez formidables. Merci à vous. Juste pour terminer, je voulais vous transmettre cet élément. On est tous des seniors en devenir. On a autour de nous des seniors qui sont déjà seniors ou qui vont le devenir aussi bientôt. C'est notre rôle de les sensibiliser pour pouvoir aussi les orienter sur les différents dispositifs qui existent. Et en tout état de cause, pensons à eux et pensons du coup à nous et agissons maintenant. Je remercie le Gérontopole encore une fois pour m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Merci aux personnes qui étaient présentes. Je vous propose de poser les questions si vous en avez. On a juste 5 minutes parce que le speed meeting est censé être lancé et ils attendent après moi pour clôturer. Donc en conséquence, s'il y a des questions, je les prends dès maintenant. Et si on n'a pas, on va tous prendre un café. En tous les cas, je me permets d'intervenir. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez nous rencontrer sur les stands. Oui, tout à fait, merci, exactement. Donc vous allez pouvoir retrouver le village des exposants jusqu'à ce soir 17h30. Et l'après-midi, à partir de 15h, des ateliers vont commencer. Il y en a sur différents thèmes. Vous pouvez vous inscrire au sein du village des exposants. On a déposé les fiches d'inscription et vous choisissez les horaires de passage. Eh bien écoutez, je vous libère dans ce cas-là. Merci encore, merci à tous.